Deuxième rencontre de ce cycle intitulé Faire cohabiter patrimoine et environnement au musée. Aujourd'hui, le deuxième cycle s'intitule Prendre soin du vivant au musée. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux panélistes avec nous, donc Étienne Léveillé-Bourré qui s'occupe de l'herbier Marie-Victorin et puis Michel Labrec du Jardin botanique. Juste avant de commencer, je dois dire que nous reconnaissons que nous sommes réunis sur un territoire autochtone non cédé, habité depuis longtemps par différentes Premières Nations et qui est encore aujourd'hui un lieu de rencontre entre différents peuples autochtones et allochtones. Nous saluons particulièrement les Kanien'kehá:ka, nation gardienne des terres et des eaux qui forment aujourd'hui Montréal. Sur ce, je vais céder la parole à Étienne Léveillé-Bourré, qui est professeur adjoint au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Il est détenteur d'un doctorat en évolution et taxonomie des végétaux de l'Université d'Ottawa et il a effectué un post-doctorat en génomique comparative des plantes à l'Université de Zurich. Ses recherches portent sur la découverte et la classification de la biodiversité végétale des milieux froids. Ces études touchent à une variété de sujets allant de la description de nouvelles espèces à la biogéographique, en passant par la politique. Non, c'est bon. Et la coévolution entre les plantes et leurs parasites fongiques. La majorité de ces projets se concentrent sur des espèces à statut précaire au Canada. Ces travaux de recherche emploient une panoplie d'approches génétiques de pointe, mais aussi des méthodes plus classiques comme le jardin commun et l'analyse morphologique. L'étude des spécimens déposés dans des collections d'histoire naturelle est toutefois au cœur de l'ensemble de ces recherches. Et d'ailleurs, s'il est invité aujourd'hui, c'est principalement pour nous parler de l'herbier Marie-Victorin dont il est le conservateur. L'herbier Marie-Victorin, qui est donc le plus grand herbier québécois à portée internationale avec 7400 000 spécimens. 740 000, voilà, où les spécimens témoins de ces travaux de recherche sont déposés, permettant leur vérification et réutilisation pour les générations. Bonjour tout le monde. Là, je ne vois pas ma présentation, par contre. Est-ce que vous m'entendez bien en ligne? Oui. Oui, merci. Salut. Et là, je dois faire partir la présentation, je présume. OK. Voilà. OK. Oui, OK, ça marche. Donc, merci de me recevoir aujourd'hui, et de la présentation. J'essaie de chercher ma souris pour pouvoir changer de diapositive. Ça va être ici, ou sinon avec des flèches. Ah, les flèches. Ça marche bien. OK, merci. En fait, j'ai commencé la présentation avec une question. Qu'est-ce que vous voyez ici, dans cette photo? Jeune orignal. Des plantes. C'est un caribou. Des conifères. C'est un caribou. Ah, c'est un caribou, oui. C'est un caribou, effectivement, que vous voyez ici. Mais j'ai entendu des plantes aussi. C'est intéressant parce que c'est un petit peu ça ma question. En fait, je pense qu'on est formaté, soit de façon innée aussi par notre éducation, puis les éléments avec lesquels on interagit pour voir principalement les animaux, les formes animales. Mais en fait, la majorité de la photo que je vous ai montrée, ben c'est vert, puis c'est des végétaux. Puis en fait, cette trame verte-là, qui est généralement assez anonyme, puis pour la plupart des gens, c'est juste une trame un petit peu sans vraiment distinction claire, sans vraiment de nom, ben c'est des plantes. Puis en fait, ces plantes-là, c'est à la base des écosystèmes, c'est ce dont on a besoin pour vivre. C'est notre nourriture, c'est la nourriture aussi des animaux qui composent les écosystèmes. La plupart de nos médicaments, ou une grande partie de nos médicaments, sont basés à partir de composés chimiques qui proviennent des plantes ou qui sont inspirés de composés chimiques qui viennent des plantes. C'est aussi beaucoup de nos passe-temps quand on va en nature. Qu'est-ce qu'on apprécie le plus? Ben, c'est la présence de ces végétaux-là qui composent la plus grande, le plus grand volume, une des plus grandes biomasses des écosystèmes. Maintenant, on est présentement dans une crise de la biodiversité au niveau mondial, où est-ce qu'on a une très grande proportion des espèces qui existent dans le monde qui sont menacées
ou en très grave danger d'extinction. Donc ça, c'est des statistiques de l'IUCN, qui est l'International Union for Conservation of Nature, qui fait une genre de liste rouge des espèces qui sont menacées au niveau international d'extinction. On est capable de voir dans cette liste-là qu'il y a environ 20% des conifères et des plantes à fleurs qui ont été évalués par cette organisation-là, qui sont en danger critique d'extinction ou menacés d'extinction. Dans certains groupes de plantes, comme par exemple chez les cycas, c'est environ 50% des espèces qui sont menacées d'extinction. Dans le cas des cycas, c'est principalement à cause de la récolte en nature pour les collectionneurs. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont ces genres de petits palmiers-là dans un pot chez vous au bureau, mais c'est un peu à cause de cette exploitation-là humaine que les espèces sont menacées. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler d'herbiers puis du rôle que les herbiers jouent dans le combat contre cette crise-là de la biodiversité. Mais avant ça, je vais me présenter. Donc, je suis Étienne Lévy-Bourré. On m'a déjà présenté en détail. Mon laboratoire s'intéresse à la classification des espèces, à la découverte de la biodiversité, mais aussi aux espèces rares et menacées. Puis, au cœur de la plupart de mes travaux, j'utilise en fait des spécimens qui ont été récoltés par mes étudiants, par moi ou par d'autres personnes qui nous ont précédés et qui sont déposés dans des collections qu'on appelle des herbiers. Je suis aussi conservateur de l'herbier Marie-Victorin. L'herbier Marie-Victorin, en fait, c'est une collection de 730 000 plantes qui sont aplaties et séchées. Puis une fois dans cette forme-là, ils sont préservés dans leur détail là, structurel jusqu'à anatomique pour des centaines d'années. En fait, probablement pour toujours. À l'herbier Marie-Victorin, c'est des dizaines de milliers d'espèces qui sont présentes dans notre collection, qui viennent de dizaines de pays de partout dans le monde. Ils sont préservés à long terme dans des conditions muséales, donc bien contrôlées. Puis, la collection elle-même a plus que 100 ans d'histoire et a été fondée officiellement en 1920, mais il y a beaucoup de nos spécimens qui précèdent ça. Nos plus vieux spécimens ont près de 400 ans d'histoire. Donc, ces spécimens-là, ils sont utilisés pour plein de choses, pour des études scientifiques, pour la formation des étudiants, pour préserver notre patrimoine, que ça soit naturel, mais aussi parfois historique, parce qu'évidemment, quand on a des spécimens de 300 ans, il y a une partie aussi historique là, qui est intéressante avec ces objets-là. Puis aussi parfois juste pour le plaisir, parce que c'est beau. Puis je vais vous en parler un peu plus tard. L'herbier Marie-Victorin, c'est pas juste moi. Donc, je suis le conservateur de l'herbier Marie-Victorin, mais on a aussi une coordonnatrice de collection, Carole Sinou. Je vous montre sa photo ici, qui en fait est responsable de la plupart de qu'est-ce qui se passe à l'herbier, donc de s'assurer que les opérations là, journalières se déroulent comme il faut, puis aussi qui est responsable de la coordination d'une très grande équipe de bénévoles, plus qu'une trentaine de bénévoles qui donnent plus que 130 heures de bénévolat chaque semaine à l'herbier. Donc, c'est vraiment une grosse partie de qu'est-ce qu'on fait. C'est grâce à ces bénévoles-là. Je vais vous en parler un peu plus tard là, des raisons, en fait, même tout de suite, des raisons qui nous font user de ces bénévoles-là. Donc, l'herbier, juste pour savoir un peu comment ça fonctionne, une partie du financement vient de l'Université de Montréal. L'herbier appartient à l'Université de Montréal, donc l'université est responsable du maintien du bâtiment, du salaire de moi puis de la coordonnatrice. Évidemment, on est employé de l'université, mais il y a beaucoup d'autres aspects du fonctionnement de l'herbier qui est pas financé par l'université. Par exemple, pour les frais postaux, qui sont des dépenses de quelques milliers de dollars chaque année pour l'échange de spécimens, les dons, les prêts, c'est payé par des dons généreux de l'IRBV. Probablement que Michel va nous en parler un peu plus tard. C'est une fondation qui regroupe, dans le fond, des chercheurs du Jardin botanique et de l'université. Mais il faut solliciter des dons pour plein d'autres choses, notamment pour renouveler notre matériel informatique, nos microscopes, pour avoir des ouvrages papier, donc des livres, des références pour identifier les spécimens. C'est des dons qui nous permettent d'acquérir ces choses-là. Pour acheter juste le papier puis le carton, qui est utilisé pour monter les spécimens, on a aussi besoin de solliciter des dons parce qu'on n'a pas de source de financement pour ça. Puis essentiellement, au Canada, il n'existe pas de source de financement pour les herbiers, puis pour les musées d'histoire naturelle en général, à moins que ce soit des musées qui aient une composante importante d'exposition au public. Donc, on est un herbier qui est ouvert au public dans le sens qu'on peut prendre rendez-vous puis le visiter, mais on n'a pas des expositions permanentes. Ça nous permet pas d'obtenir ce genre de financement-là public.
Mais là, je vais vous parler un petit peu de l'histoire d'un spécimen à l'herbier. Donc, comment est-ce qu'on arrive de une plante en nature à une plante qui est préservée à l'herbier Marie-Victorin? C'est très simple. N'importe qui peut donner des plantes à l'herbier Marie-Victorin. Il suffit d'aller dans la nature, de récolter une plante. Ici, c'est un pissenlit officinal, donc le pissenlit le plus commun à Montréal. On va le récolter, on va le presser entre des feuilles de carton. On va les sécher comme ça, puis une fois que c'est pressé et séché, ça reste sans changement durant très longtemps. Donc, on peut garder ce spécimen-là. Le spécimen, une fois qu'il est pressé et séché, il doit être accompagné d'une étiquette de récolte. Vous êtes capable de voir l'étiquette sur le spécimen ici. Cette étiquette-là contient de l'information essentielle pour que ça ait une valeur scientifique et historique. On doit savoir qui l'a récolté, la date, le lieu au minimum. Sans ces informations-là, ben, c'est équivalent à des feuilles qu'on a séchées dans un livre pour un projet en maternelle ou quelque chose comme ça, ce qui est joli, mais c'est pas un spécimen scientifique. Par contre, si les informations sont là, n'importe qui peut nous donner des spécimens. Puis donc, chaque année, on reçoit des dons de quelques centaines de spécimens par année venant de plusieurs personnes qui sont soit des biologistes professionnels ou des amateurs ou des chercheurs, toutes sortes de façons d'obtenir ces spécimens-là qui arrivent à l'herbier. Là, notre équipe de bénévoles va monter ces plantes-là sur des cartons de qualité archivale, donc 100% coton, sans acide, pour préserver, dans le fond, les couleurs des spécimens durant très longtemps. Je vais vous faire une petite anatomie d'un spécimen d'herbier pour comprendre c'est quoi qui est important. Donc, évidemment, on a les plantes séchées. Ici, l'Érythrone d'Amérique. C'est une jolie fleur jaune qui fleurit tôt au printemps. Donc, ça, c'est monté sur un carton. Vous êtes capable de voir deux cartons ici parce que il y avait un ancien carton qui avait été utilisé là, très longtemps, qui commençait à se dégrader. Donc, on a découpé autour, on l'a monté sur un carton plus récent et un peu plus robuste. On a une étiquette, évidemment, d'informations produites par le récolteur. Puis sur cette étiquette-là, on a toutes sortes d'informations que je vous ai déjà décrites. Essayez de deviner c'est quoi l'information la moins importante sur une étiquette de récolte. Le nom du récolteur, l'identité de la plante. En fait, ça surprend souvent les gens, mais c'est l'identité de la plante qui est le moins important. Puis en fait, on a souvent des dons de spécimens qui sont non identifiés parce qu'on a la plante. Donc, on peut vérifier cette identification-là. Puis en fait, l'identité de la plante, c'est pas quelque chose qui est foulé dans le béton. Les gens font des erreurs. La science évolue, les noms changent. Donc, c'est l'aspect le moins important. Puis effectivement, des fois, il y a des nouvelles espèces qui sont décrites, donc qui étaient inconnues de la science, à partir de spécimens d'herbier. Donc, le nom qui était utilisé pour la plante, ça n'a aucune valeur vu que c'était même pas une espèce qui était décrite encore. Donc, je vais faire une petite historique de l'herbier Marie-Victorin. Essentiellement, ça a commencé avec les récoltes individuelles du frère Marie-Victorin. Son nom à la naissance était Conrad Kerouac. Puis le frère Marie-Victorin a beaucoup influencé le développement des sciences au Québec parce qu'il était intéressé à développer des sciences en français puis à instruire les jeunes dans les sciences. Il a étudié avec les frères des écoles chrétiennes. Il a joint les frères des écoles chrétiennes pour enseigner aux jeunes. Donc, c'était principalement des jeunes du niveau primaire et secondaire. Sauf qu'il s'est très tôt intéressé à la botanique parce que il avait eu la tuberculose étant jeune. Donc, il avait une santé très fragile. Puis parfois, on devait l'envoyer dans des colonies de vacances pour refaire sa santé. Il n'y avait pas grand-chose à faire durant ces temps-là. Donc, il regardait les plantes, puis il a commencé à s'intéresser aux plantes, à les récolter, à essayer de les identifier, etc. Si bien qu'après un certain moment, il est devenu un des plus grands experts dans l'identification des plantes au Québec. Puis en 1920, quand l'Université de Montréal a créé le premier département de biologie en français pour les Québécois francophones, il y avait besoin d'un professeur qui était capable d'enseigner la botanique en français. Donc, on a été voir le frère Marie-Victorin, ils l'ont invité à joindre le département. Et donc, le frère Marie-Victorin est passé de l'enseignement primaire, secondaire à l'enseignement gradué. Donc, il devait se monter un laboratoire puis un herbier pour l'enseignement. Donc, ses collections personnelles ont été transférées à l'Université de Montréal, puis ça a été la fondation de l'herbier Marie-Victorin. Donc, à partir de ses collections personnelles. Évidemment, à ce moment-là, son herbier est devenu beaucoup plus important pour le développement de la science au Québec. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? C'est qu'il a engagé des gens et des étudiants pour qu'ils récoltent des plantes à travers tout le territoire du Québec. Il a commencé à faire des échanges avec des collections européennes. Puis donc, on a ramassé beaucoup de spécimens à cette époque-là. Donc, l'herbier a pris en grandeur.
Le frère Marie-Victorin est responsable de plusieurs choses, notamment la flore laurentienne, que peut-être certains d'entre vous connaissez. C'est un ouvrage qui a quand même beaucoup influencé le développement des sciences au Québec parce que c'était très bien vulgarisé. Il y a beaucoup de notes très intéressantes sur les usages des plantes, les particularités biologiques. Donc, c'est intéressant encore aujourd'hui à lire, même si ça date de 1935. Il a fait plusieurs autres choses pour l'enseignement des sciences, donc l'école de la route qui permettait aux gens d'avoir une expérience vraiment en nature de la biologie. Il a aidé à la fondation des cercles des jeunes naturalistes, puis l'ACFAS qui vulgarise la science au Québec. C'est aussi une des personnes qui a le plus influencé la création du Jardin botanique de Montréal. Donc, il a fait une lettre ouverte dans les journaux pour son ami de l'époque qui était maire de Montréal pour essayer de le convaincre de créer un jardin botanique pour le tricentenaire de Montréal. Donc, en 1939, le jardin botanique a été créé. Puis, à ce moment-là, étant donné le lien étroit entre Marie-Victorin puis la création du jardin botanique, ils ont en fait transféré éventuellement l'herbier de l'Université de Montréal au Jardin botanique. Mais il faut voir que le Jardin botanique appartient à la ville, l'herbier appartient à l'Université de Montréal, mais c'est un partenariat étroit qui a permis à l'herbier d'être transféré à cet endroit-là. Donc, c'est à peu près à ça que ressemblait l'herbier à l'époque. Éventuellement, parce que le Jardin botanique a grossi, puis qu'on a commencé à avoir besoin de plus d'espace, l'herbier a été transféré au sous-sol pour être capable d'avoir des bureaux pour le personnel qui demandait plus d'espace. Évidemment, ces conditions d'entreposage n'étaient pas vraiment idéales au sous-sol. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'éventuellement, on a eu une subvention du gouvernement canadien pour créer le Centre sur la biodiversité. Donc, c'est un nouveau bâtiment sur le site du Jardin botanique qui est utilisé par l'Université de Montréal pour entreposer l'herbier Marie-Victorin, ainsi qu'il y a une collection aussi d'insectes puis une collection de champignons dans le même bâtiment, puis des bureaux, des laboratoires, etc. Donc, le Centre sur la biodiversité, créé en 2012, c'est là où est-ce que l'herbier est présentement. L'herbier est aussi présent sur Internet. Donc, qu'est-ce qui est particulier avec un herbier, c'est qu'étant donné le nombre vraiment très grand de spécimens qu'on a, c'est beaucoup d'objets, on n'a pas un catalogue détaillé de tous les objets qu'on a dans l'herbier. Contrairement à une bibliothèque, je peux pas faire une recherche puis déterminer est-ce qu'un spécimen est présent ou absent à l'herbier. Il y a juste un tiers des spécimens qui ont été catalogués. Ce tiers-là est disponible gratuitement sur Internet, souvent sous la forme de photos, parfois sur des fiches dans lesquelles on a inscrit toutes les informations de l'étiquette. Puis il y a le 2 tiers, en fait, qui est dans notre collection, qui est bien classé, mais pour être capable d'y accéder, il faut vraiment aller physiquement dans la collection puis chercher le spécimen. Donc, c'est pas toujours facile là, de trouver les spécimens qui intéressent les gens, par exemple, quand ils demandent des prêts. L'herbier est utilisé maintenant pour la recherche par de très nombreux chercheurs. Je montre seulement quelques exemples de chercheurs du Jardin botanique ou de l'Université de Montréal, passés et présents, qui ont utilisé beaucoup, qui utilisent beaucoup les collections là, pour différents travaux, souvent sur la biodiversité, soit des plantes du Québec et des régions autour, ou même des plantes tropicales, par exemple, pour Anne Bruno et Simon Joly. Je vous ai beaucoup parlé de l'herbier Marie-Victorin, mais peut-être vous vous posez la question, c'est qui a eu l'idée de créer une genre de bibliothèque de plantes comme ça séchées? C'est quand même assez ingénieux comme façon de préserver les plantes. Puis la notion des herbiers remonte quand même à loin. Déjà durant la période gréco-romaine, donc 400 ans avant Jésus-Christ, on avait déjà commencé à faire des catalogues de plantes, principalement pour leurs usages médicaux. Donc, par exemple, le De Materia Medica de Dioscoride, qui a été probablement rédigé à peu près au 1er siècle avant Jésus-Christ, avait codifié à peu près l'usage puis les noms de 600 espèces de plantes. Puis ce matériel-là, en fait, ça continue à être utilisé en Europe jusqu'au Moyen Âge comme étant le livre pour l'identification des plantes qui répertoriait toutes les plantes du monde. Évidemment, c'est pas les Européens qui ont pour la première fois inventé ce genre de catalogue de plantes-là. Il existait aussi des catalogues de plantes pour l'usage médical ou autre dans d'autres pays. Évidemment, c'est pas dans tous les endroits dans le monde qu'on a des traces écrites parce que c'est pas partout ça a pu être catalogué. Mais en fait, le développement des herbiers modernes, c'est vraiment quelque chose qui est européen. Éventuellement, au 15e puis au 16e siècle, avec l'arrivée de méthodes d'impression de plus en plus perfectionnées, on a pu commencer à
reproduire des images. Puis à ce moment-là, il y a eu toute une espèce d'industrie qui s'est développée pour faire des livres dans lesquels on avait des étampes de plantes, donc des illustrations qui étaient très jolies, puis on pouvait montrer ça à nos invités qui arrivaient à la maison, qu'on avait ces beaux livres-là. Puis donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'étant donné la grande importance pour la médecine de dématériel médical, on a rapidement commencé à faire des ouvrages illustrés de ces vieux livres-là. Puis là, il y a d'autres personnes qui ont vu le succès de ces livres-là, donc qui ont commencé à faire leur propre catalogue. Puis ça a rapidement évolué d'une façon où est-ce que les livres qui avaient les plantes les plus étranges, curieuses, rares, étaient les plus prisés. Puis donc, rapidement, on avait des illustrations de plantes, des fois qui avaient aucun bon sens, avec une, disons, qualité assez variable, puis vraisemblance assez douteuse. Donc, il a fallu à un moment donné trouver des façons de mieux préserver l'apparence des plantes pour être capable de plus facilement puis plus fiablement transférer la connaissance sur l'identification des plantes. De nos jours, on prend une photo, puis il y a des logiciels qui peuvent même parfois nous suggérer des identifications de plantes. À l'époque, les noms qu'on utilisait en Allemagne, en France, en Grèce pour la même espèce n'étaient peut-être pas les mêmes parce qu'on n'était pas capable de transférer efficacement l'information. Vers 1566, Petrus Cadet invente ce qu'il appelait le jardin sec, Hortus siccus, ou herbier de plantes séchées. C'est lui qui, pour la première fois, réalisé qu'il pouvait tout simplement prendre une plante, la mettre dans un livre, l'écraser, la sécher là, puis faire ça plusieurs fois pour être capable de très rapidement propager en fait, plus que des illustrations, c'est même préservé jusqu'au niveau des tissus, très fiables de toutes les espèces. Puis très rapidement, ça s'est propagé à travers l'Europe comme étant la manière la plus fiable de préserver les plantes, les spécimens, puis d'étudier la botanique. Puis donc, partout en Europe, on a commencé à créer des herbiers pour l'enseignement de la médecine, pour l'enseignement de la botanique, etc. Quand on a commencé à avoir des colonies, puis qu'on s'est rendu compte que les plantes, en fait, c'était une des ressources les plus lucratives des colonies, pensez au maïs, au riz, à toutes sortes de plantes comme le café, la canne à sucre, qui évidemment sont des ressources très importantes pour les puissances coloniales qui étaient l'Europe, mais on a dû donc identifier ces plantes-là. On a commencé à payer des expéditions de botanistes pour être capable de trouver des nouvelles espèces qui pourraient être utiles aux colonies. Puis donc, un héritage quand même très important colonial des herbiers. La carte que je vous montre, en fait, c'est les liens entre la provenance de spécimens puis où est-ce qu'ils ont été déposés dans des herbiers. Vous êtes capable de voir que la majorité des plantes y ont convergé vers l'Europe. Puis c'est pour ça qu'en fait, les plus grandes collections de plantes séchées dans le monde, c'est en Angleterre, aux États-Unis, puis en France. Il y a aussi Russie qui est en 4e position. Donc, c'est des millions de spécimens d'herbiers qui sont déposés là, qui ont été récoltés par des militaires, par des explorateurs, parfois par des locaux qui ont ensuite de ça donné ça à toutes sortes de personnes dans les puissances européennes. Et ensuite de ça, à partir de ces herbiers-là, il y a eu des échanges qui ont transféré les spécimens, parfois par les échanges entre les collections, les spécimens de Colombie, par exemple, déposés en Europe, reviennent dans les collections en Colombie ou arrivent à l'herbier Marie-Victorin. Puis donc, de cette façon-là, on a pu obtenir à l'herbier Marie-Victorin des spécimens d'un peu partout dans le monde, ce qui explique en fait notre collection là, qui est à l'échelle globale. Donc, globalement, il y a des centaines de ces herbiers-là, puis des millions et des millions de plantes séchées. À quoi ça sert? Des fois, on me pose la question, pourquoi est-ce que vous avez des centaines de spécimens de pissenlit de Montréal? À quoi ça peut bien servir? Pourquoi pas juste un? Bien, en fait, c'est que le nombre très important de ces spécimens-là nous permet de faire plein de choses puis en termes de recherche pour être capable de déterminer comment évolue la végétation à travers le temps. Je vous montre une photo comparative de Ville-la-Salle vers 1890 puis 2019. Vous êtes capable de voir que dans la photo de 1890, il y a des champs entourés de rangées d'arbustes ou d'arbres. Puis ces arbustes ou ces arbres-là, c'était principalement des aubépines qui étaient très abondantes. Donc, je vous montre les fleurs de ces aubépines-là en bas de la diapositive. C'est un des genres qui est les plus diversifiés au Québec. Puis on est capable de voir qu'il y a eu un déclin très, très important des aubépines à l'échelle de toute l'Amérique du Nord, puis notamment dans la région montréalaise, grâce aux spécimens d'herbiers.
Parce que dans les spécimens d'herbiers, on est capable de déterminer, par exemple, que des espèces comme Crategus victorini, que vous êtes capable de voir à droite, étaient présents à Montréal, puis maintenant, on n'est pas capable de la trouver nulle part à Montréal malgré des inventaires répétés. Donc, on est capable de voir ce déclin-là. Ça a quand même beaucoup d'importance parce que notamment, si je prends l'exemple des aubépines, c'est utilisé par de nombreuses autres espèces, notamment la pie grièche migratrice, qui est une espèce qui n'a pas été répertoriée au Canada depuis de nombreuses années, puis qui utilise les aubépines pour la nidification, puis pour garder des gardes-manger de ses proies. Les spécimens d'herbier, au-delà d'être un témoin des changements dans la flore, ils peuvent servir à toutes sortes d'autres choses. C'est une source qui est presque inépuisable de données. Une des grandes difficultés avec les aubépines qu'on étudie dans mon laboratoire, c'est que les spécimens d'herbier, même s'ils préservent assez bien la forme des feuilles, des fleurs, etc., il y a certaines informations qui sont perdues. Notamment la couleur devient presque complètement inutile parce que tout vire jaune avec le séchage, avec l'âge. Donc, on n'est pas capable de voir la couleur des étamines au centre des fleurs. On n'est pas capable de voir certaines caractéristiques qu'on voit mieux sur le terrain. Donc, l'identité de ces spécimens-là n'est pas toujours évidente. Puis, c'est difficile de faire le suivi des espèces. Sauf que qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les spécimens, même quand ils sont très vieux puis qui ont été récoltés par des botanistes qui connaissaient pas l'existence de l'ADN, ils contiennent quand même cet ADN-là. On peut extraire l'ADN de ces spécimens-là puis la comparer avec l'ADN de plantes présentes dans le présent pour déterminer est-ce que c'est la même espèce, est-ce que c'est des espèces différentes, est-ce qu'on a perdu de la diversité génétique. Puis ça, c'est des études qu'on est en train de faire dans mon laboratoire pour faciliter l'identification puis le suivi des espèces rares d'aubépines. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être utilisées dans les herbiers, notamment quand je parlais des informations de récolte, je parlais de la date de récolte. Puis cette date de récolte-là est vraiment essentielle parce que ça nous permet, par exemple, de déterminer l'effet des changements climatiques sur la végétation directement. Ici, ce que je vous montre, c'est une étude de professeur Claude Lavoie à l'Université Laval, qui a pris des spécimens d'herbiers de plusieurs collections du Québec, notamment d'herbier Marie-Victorin, du tussilage. C'est une espèce qui a été introduite très, très tôt dans la colonie d'Europe vers la Nouvelle-France, puis les autres colonies en Amérique du Nord, pour son usage pour combattre le rhume. Cette espèce-là, c'est une espèce qui fleurit très, très tôt au printemps. À peu près dans le temps des sucres, là, au début du printemps, on va voir des tussilages qui sortent. Ça ressemble à des petits pissenlits, mais ça n'en est pas. Ça n'a pas de feuilles associées aux fleurs. Ces tussilages-là, comme ils fleurissent très tôt au printemps, ils sont très susceptibles d'être affectés par les différentes périodes de fonte de la glace puis de la neige. Et donc, ce qu'on est capable de voir dans ce diagramme-là que vous avez à gauche, en fait, c'est selon les années de récolte, on est capable de voir que la date de récolte, à partir du 1er janvier, diminue. Donc, les plantes fleurissent de plus en plus tôt, plus qu'on se rapproche du présent, autour de Montréal, autour de Québec, probablement partout dans son aire de répartition. Puis ça, c'est vraiment un témoignage très, très clair de l'effet des changements climatiques dans notre région. Les spécimens d'herbier, en plus de contenir les composants du végétal, ils contiennent toutes sortes d'autres choses. Des fois, les plantes, ils vont être colonisées par des bactéries. Des fois, ils vont venir avec des petits fragments de sol. Donc, on peut étudier ces composantes-là aussi. Puis notamment, les plantes, parfois, ils peuvent accumuler des métaux lourds causés par la pollution. Puis ici, ce que je vous montre, c'est une étude qui a été faite en Espagne, à Valence. Puis en fait, dans cette ville-là, on sait qu'il y a eu une expansion de la ville, donc de l'étalement urbain puis de l'industrialisation, puis que ça a changé un petit peu le type de pollution qu'on a eu à travers le temps. Ce que vous voyez dans les diagrammes à bord, en blanc, c'est en 1941 la composition dans différents métaux lourds à l'intérieur des feuilles de spécimens d'herbier. Puis en gris, c'est en 2012. Ce qu'on est capable de voir, c'est notamment dans la deuxième colonne, PB pour plomb, on a une diminution de la concentration en plomb en 1941 puis 2012 dans les feuilles. Est-ce que vous êtes capable de deviner pourquoi? Il y a des canalisations qui ont été changées, donc l'eau circule maintenant dans les tuyaux, il n'y a pas de plomb, donc pas de transfert. Potentiellement ça, on a commencé à réaliser le problème du plomb, mais en fait, c'est carrément dans l'essence. L'essence avec le plomb a été éliminée à cause de ce problème-là, de la toxicité du plomb. Puis avec cette élimination-là, ça a diminué la concentration de plomb dans les spécimens qui étaient déposés dans les herbiers. Par contre,
il y a d'autres sources de pollution. Puis avec le développement de la ville, on a commencé à avoir besoin de plus d'électricité. On a commencé à brûler du charbon pour créer cette électricité-là. Puis dans le charbon, il y a certains métaux lourds parfois qui sont en très petite concentration, mais qui sont quand même libérés dans l'air, comme le chrome, comme le cadmium, que vous êtes capable de voir à l'extrême droite. Puis ça l'a augmenté en concentration dans les feuilles de plantes dans le présent versus en 1940. Donc, on est capable vraiment de voir cette évolution-là. Évidemment, les herbiers, au-delà de ça, ça nous permet de préserver notre patrimoine. Ici, ce que je vous montre, c'est une belle photo d'une espèce du Québec qui n'a pas été prise au Québec. Puis la raison pourquoi la photo n'a pas été prise au Québec, c'est que le seul spécimen qui témoigne de sa présence au Québec, c'est un spécimen qui a été récolté par la comtesse d'Alhausie en 1824 à l'île Sainte-Hélène. On n'a jamais pu retrouver cette espèce-là, la renoncule rhomboïde, au Québec parce qu'elle a disparu. Probablement avec le déboisement causé par la création de champs, puis ensuite de ça, l'étalement urbain qui a fait disparaître l'espèce. Donc, ça nous permet à la fois de préserver notre patrimoine naturel ici, puis aussi l'historique très intéressant par lequel, dans les plus importants récolteurs de plantes, au début de la colonie, c'était en fait des femmes qui faisaient ça comme passe-temps puis qui envoyaient les spécimens à des botanistes européens pour la connaissance de la flore. Donc, c'est quand même assez intéressant. Notre collection est aussi utilisée pour sa valeur esthétique. On a très souvent des demandes, en fait, d'artistes qui viennent à la collection pour faire toutes sortes de choses. On a eu un film qui a été filmé à l'intérieur de l'herbier, un genre de film d'horreur. C'est vraiment juste pour l'environnement. Parfois, on nous demande de prêter des vieux objets, comme pour le film récent sur la relation entre Marie-Victorin puis Marcel Gauvreau. Il y a eu des prêts de vieux objets pour permettre de filmer leur film. Des fois, on expose directement les spécimens eux-mêmes de la collection pour leur beauté. Puis donc, vraiment, les usages de la collection sont très nombreux. Là. C'est vraiment, je peux pas toutes les énumérer en détail. Il y en a vraiment beaucoup trop. Donc, quand on pose la question, un herbier, à quoi ça sert? Mais ça sert à vraiment beaucoup de choses. Puis les usages vont juste continuer d'augmenter en nombre à travers le temps, plus qu'on développe de nouvelles techniques d'utilisation des spécimens, plus qu'on découvre de nouveaux usages pour ces herbiers-là. Donc, c'est vraiment important de les protéger. Donc, merci beaucoup. Okay. Est-ce que vous avez des fois des rencontres avec par exemple, les archéologues qui retrouvent des spécimens de plantes, des fossiles, mais qu'on peut faire des comparaisons avec les herbiers? En fait, on voit si c'est des plantes qui existent encore aujourd'hui. C'est une très bonne question, puis c'est fait d'une certaine façon. On n'a pas nécessairement de rencontre avec ces chercheurs-là, mais ils vont nous soit visiter l'herbier pour comparer leurs spécimens à ceux qu'on a récoltés ou demander des prêts. Donc, on va leur envoyer des spécimens, puis là, ils peuvent comparer avec les fossiles. Puis effectivement, parfois, dans les fossiles plus récents, on a des correspondances là, exactes. Parfois, c'est des correspondances un peu moins exactes parce que la flore a évolué. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Pour cette présentation, Étienne Lévy-Bourré. On va tout de suite enchaîner. On va faire les questions aussi. Après, on va. D'accord. Je vois qu'il y a des questions en ligne. Donc, on vous a pas oublié. On les voit bien. Plein de choses, cet écran. Je vais maintenant vous présenter Michel Labrec, donc chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale et chef division de la recherche du Jardin botanique de Montréal et aussi professeur associé à l'Université de Montréal. Donc, il est spécialiste du domaine des phytotechnologies qui utilisent des plantes vivantes comme solution à divers problèmes environnementaux. Donc, comme je viens de dire, il est conservateur et chef division recherche et développement scientifique du Jardin botanique de Montréal depuis 1997 et professeur associé au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et cumule des fonctions de gestionnaire au Jardin botanique et de chercheur dans le domaine des phytotechnologies. Avec son groupe de recherche, il s'intéresse par exemple à la réhabilitation des friches industrielles d'anciens sites pétroliers et miniers ou au phytotraitement d'eau contaminée. Il a conduit plusieurs projets d'envergure, souvent réalisés en collaboration avec des partenaires privés, des municipalités et des organismes parapublics.
Dans sa spécialité, Michel Labrec est reconnu internationalement. Il est souvent invité pour donner des formations à l'étranger. En juin 2022, il a reçu la plus haute reconnaissance octroyée par le gouvernement du Québec en étant nommé Chevalier de l'Ordre national du Québec. Je cède la parole. Merci Julien pour la présentation. Je suis content d'être ici. Et puis, je vais faire scène avec Étienne, là, qui est un collègue avec qui on travaille au sein du Jardin botanique, en fait plus précisément de l'Institut de recherche en biologie végétale, comme on l'a bien mentionné. Ce que je vais vous présenter est assez différent de ce qu'Étienne vous a mentionné, ou dont Étienne a parlé. J'ai abordé un peu la présentation que je voulais faire sur le rôle des jardins botaniques, mais les problématiques liées à la gestion de collections, qui sont des collections vivantes. Alors, gérer du vivant, c'est un enjeu, ça représente des problématiques assez différentes de gérer des plantes séchées ou de gérer des objets inertes. Alors, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Est-ce que ça change si je fais ça ou ça change pas? Ça devrait marcher, mais ouais, je peux le... Non. Normalement, ça aurait de chance. Ah bon. Ouais, c'est bon? C'est bon. Merci. Alors, Étienne l'a mentionné tout à l'heure, le jardin botanique existe depuis plusieurs années. En fait, on va bientôt célébrer un centenaire, donc en 2031. Il a été créé officiellement en 31, mais effectivement, il a été commencé à être occupé, le bâtiment que vous voyez en premier plan, là, il a été construit plutôt vers la fin des années 30. Mais c'est un grand jardin botanique. Ça figure parmi les très grands jardins botaniques dans le monde. Souvent, je m'étonne que les Montréalais, les Québécois ne sachent pas nécessairement qu'on a les plus grands jardins botaniques au monde, de par sa superficie, de par le nombre de plantes en collection qu'on préserve, le nombre de serres aussi qu'on a. On a 1,2 hectare de serres qui sont dédiées à la production, à la conservation et à l'exposition. Donc, auxquels les visiteurs peuvent avoir accès. Et donc, ça en fait un grand jardin aussi de par les fréquentations. Il y a près de 800 000 visiteurs qui viennent au jardin botanique chaque année. Il y a du personnel, il y a plusieurs personnes, des horticulteurs, des jardiniers, des animateurs, etc., qui travaillent au jardin botanique. Et donc, ça en fait un très, très beau et grand jardin. Donc, vous comprenez qu'on collectionne les plantes, on les met en exposition, on les gère comme des objets de collection. Alors, certaines de ces plantes sont présentées à nos visiteurs, d'autres sont conservées dans nos serres de production, des serres de service. Donc, tout ce que les gens peuvent voir, c'est pas nécessairement toutes nos collections, l'ensemble de nos collections. D'ailleurs, comme conservateur, ça nous pose un certain défi de questionnement. Pourquoi ces plantes-là sont conservées si jamais les visiteurs ne peuvent les voir, etc. Mais on a donc des plantes de milieux chauds, des plantes qui viennent des tropiques surtout, ou des déserts, qu'on préserve dans nos serres et qu'on présente dans les serres d'exposition. On a environ 5500 espèces et cultivars de plantes de milieux chauds. Et puis, on a aussi dans nos jardins, parce que le jardin, c'est aussi c'est à peu près 25-30 jardins thématiques qui sont répartis sur le site, comme celui que vous voyez au premier plan, là, c'est le jardin de plantes aquatiques. Donc, on a 15 000 taxas. Taxas, c'est des espèces et des cultivars, donc de plantes qui sont réparties dans nos jardins, jardin alpin, jardin aquatique, la roseraie, l'arboretum, etc. Donc, des différents endroits qui sont propices à présenter ces plantes-là, où on reconstitue un peu les conditions pour présenter des plantes de milieux plus humides ou de milieux plus secs ou de milieux alpins, ou etc. Donc, on offre ce genre de présentation puis d'espace pour les visiteurs surtout, mais en même temps, ce sont des collections importantes où on a une diversité, une biodiversité très importante, puis ça fait partie du rôle des jardins botaniques de présenter aussi des collections qui sont des exemples de la diversité mondiale de la flore, etc. Et on a aussi des jardins culturels, donc un jardin japonais, un jardin de Chine, un jardin des Premières Nations. Donc, ça aussi, c'est une particularité du Jardin botanique de Montréal. On ne trouve pas ce genre
des jardins japonais, des jardins chinois. On peut trouver ça dans certains jardins, mais c'est assez rare que dans un même jardin, on va aussi avoir des collections de jardins de Chine, de jardins japonais, et encore moins de jardins dédiés, en fait, qui représentent un peu les relations entre les Premières Nations et la nature. Et ça, au jardin botanique, c'est une de nos particularités. Et où, donc, dans ces jardins où on a reconstruit de façon en respect de l'architecture, du paysage, ces jardins-là, mais on a aussi des collections typiques là qui viennent de Chine, du Japon, ou dans le jardin des Premières Nations, c'est surtout la flore locale qu'on présente et qui est organisée pour présenter à la fois les plantes qui sont plus du nord, plus du sud du Québec, mais qui sont ou en relation, si on veut, avec les 11 nations autochtones du Québec. Et on travaille étroitement dans chacun de ces jardins avec les communautés japonaises, chinoises ou des Premières Nations. Et donc, nos animateurs, nos éducateurs, les gens qui accueillent les visiteurs dans ces jardins sont reliés à la communauté en question. Ben, on peut se demander pourquoi on collectionne puis on présente des plantes. Les collections au jardin, en fait, dans la plupart des jardins botaniques, c'est une généralité que je présente ici, mais c'est souvent pour ces raisons-là. Quoique dans les jardins botaniques, vous pouvez avoir des jardins botaniques très axés sur la taxonomie, donc on va très organisé de façon systématique. D'autres jardins, c'est beaucoup plus paysager, plus horticole. Nous, au Jardin botanique de Montréal, nos collections répondent à plusieurs objectifs ou plusieurs besoins. Ils peuvent être éducatifs, donc évidemment pour des groupes scolaires, pour l'éducation générale du grand public, culturel, je vais parler des jardins chinois, etc. Pour la recherche aussi, bien sûr, et puis pour la conservation. Donc, on préserve aussi des plantes qui sont particulières pour des raisons de collaboration avec d'autres jardins botaniques dans le monde. On a des espèces qui sont assez uniques parfois, qui sont parfois même à peu près plus présentes dans leur habitat naturel à l'extérieur de jardins botaniques. Et ça, c'est le rôle aussi des jardins de préserver ces spécimens-là pour éventuellement peut-être les réintroduire ou en tout cas au moins préserver du matériel génétique et de ces espèces. Donc ça, c'est un des rôles importants du Jardin botanique et c'est notre rôle aussi au Jardin botanique de Montréal. On fonctionne surtout par famille de plantes. Donc, on va avoir des collections d'orchidées, des collections de cactacées, qui sont des plantes succulentes, des plantes de milieu sec, ou des plantes de bégoniacées, comme on voit au premier plan ici. Donc, le jardin s'est développé surtout en développant des collections attachées à des familles de plantes plutôt que d'aller tout azimut. Et quand on continue à développer le jardin, on y va surtout en se souciant de nos forces et pas nécessairement en essayant d'introduire dans le jardin des plantes de partout dans le monde. C'est pas nécessairement notre objectif, puis ça serait compliqué pour différentes raisons d'aller dans ce sens-là. On a aussi une politique de gestion des collections, comme dans tout musée. On a aussi, on travaille avec ça. Donc, tous les horticulteurs, tous les responsables de collection ont à tenir compte de cette politique qui gouverne un peu notre développement puis notre façon de gérer les plantes. Donc, cette politique, elle va dicter le mode d'acquisition, comment on peut acquérir des plantes. Parfois, c'est par des dons, parfois, c'est par des collectes en nature, parfois, c'est par des échanges avec d'autres jardins. On a des critères de sélection. On n'acquiert pas n'importe quoi pour n'importe quelle raison. Donc, des critères assez stricts que je pourrais élaborer s'il y a des questions. On a une procédure d'enregistrement. Alors, toute plante qui entre au jardin est enregistrée dans une base de données. Je vais en parler un peu après. On doit aussi être respectueux des conventions internationales. On pourrait pas aller récolter des plantes au Brésil puis les amener dans une valise au jardin botanique. Ça se faisait il y a des décennies, ça ne se fait plus et on serait bien malvenu de faire ça. Puis on respecte donc les conventions sur le commerce des plantes rares, etc., comme la convention CITES qui est bien connue là, des botanistes et puis des gens qui travaillent en biologie. Et puis on a aussi les critères pour se débarrasser parce que les collections grossissent, mais donc on doit les gérer aussi avec des critères qui nous permettent de dire, bon, cette plante-là, on peut l'aliéner, on peut s'en débarrasser. Je vous parlais de la gestion des collections. On a opté au Jardin botanique pour gérer ça avec une base de données qui s'appelle BGBase, qui est utilisée par plusieurs grands jardins botaniques dans le monde
C'est une base qui fonctionne bien, qui répond bien à nos besoins, qui est un outil qui ne fonctionne qu'en anglais, mais en même temps, ça nous permet de gérer des collections puis d'avoir des échanges plus faciles avec d'autres jardins botaniques dans le monde. Et un outil essentiel pour nous. Donc, chaque plante qui entre au jardin est enregistrée dans cette banque de données et on peut suivre l'historique de nos plantes. La plante a été acquise en telle année, elle a été repiquée, donc transplantée plusieurs fois et maintenant elle est visible dans tel jardin, etc. Elle était malade, elle a eu des soins, etc. Donc, dans BGBase, on peut noter ce genre d'historique là pour chacune de nos plantes. Évidemment, on a aussi un étiquetage. Alors, les plantes au jardin, ou si vous regardez au pied des plantes, on va retrouver des étiquettes. Souvent, on a une étiquette métallique qui va suivre la plante tout au cours de sa vie au jardin botanique, qui est engravée et qui est plus résistante aux intempéries, etc. On a des plaquettes qui sont en blanc et noir, là, que vous voyez sur l'image, qui sont aussi davantage utilisées pour nos visiteurs, qui donnent des informations, le nom scientifique, le nom commun de la plante et son origine. Et puis, depuis quelques années, on a aussi cartographié de façon à géolocaliser toutes nos plantes de jardin, donc les arbres, les plantes, tout ça. Et donc, on peut aller cliquer sur chacun des petits points verts que vous voyez, puis on saura ce que c'est ou depuis quand elle est là. Puis c'est en synchronicité avec BGBase, dont je parlais tout à l'heure. Alors, c'est extrêmement, ce sont des nouveaux outils qu'on a maintenant, mais qui sont précieux pour des gens qui gèrent des collections. Et, mais quand on parle d'objets inertes, les problématiques sont autres. Nous, on travaille avec des collections vivantes et donc c'est des collections qui sont dynamiques. Alors, les plantes, elles poussent, elles se multiplient, elles grossissent, elles prennent de la place, elles se propagent. Alors, ça représente toutes sortes de défis pour nous, y compris qu'elles peuvent mourir aussi, ou parfois, quand elles poussent de façon trop grande, en fait, en acquérant des dimensions trop importantes, ben, elles peuvent devenir problématiques dans un espace où on est contraint, comme dans une serre, par exemple. Et ça nous cause des problèmes. Il faut les éliminer, les plantes, ou les tailler. Des palmiers, ça se taille pas vraiment. Donc, parfois, il faut faire des choix d'éliminer le spécimen, de le bouturer pour le propager. Alors, c'est des considérations importantes de gérer du matériel vivant parce que, justement, on fait affaire avec des problèmes de vivant. C'est aussi des plantes, donc des spécimens de collection qui sont sujets à toutes sortes d'autres problèmes qu'on peut imaginer. Donc, des maladies, des ravageurs, des insectes qui peuvent les attaquer, des maladies qui peuvent se développer, des maladies fongiques, des maladies bactériennes, etc. Donc, on a une gestion de ça, on essaie de traiter les plantes, puis parfois aussi l'arbre que vous voyez qui a été frappé par la foudre, il y a des bris sur nos collections qui peuvent être presque des actes de Dieu, là, donc qui peuvent affecter aussi nos collections. Donc, c'est une gestion qui est complexe, et certainement plus complexe que de gérer des objets inertes, et il faut s'occuper de tout ça. Oui, l'autre chose aussi, c'est que les collections, quand on gère des collections, on doit, comme elles poussent, elles se propagent, bon, il faut les repiquer, il faut les bouturer, il faut les multiplier, et ça occasionne toutes sortes de problèmes qu'on peut imaginer dans le suivi puis dans la gestion. Les plantes que vous voyez, tous les petits cactus là, que vous voyez au premier plan, ben c'est sûr que quand on gère ça, les horticulteurs ont les plantes étiquetées, donc l'étiquette qui tombe à côté du pot, on ne sait plus dans quel cactus l'étiquette était attribuée. Des fois, il y a des erreurs dans le courant de la vie des plantes qui peuvent se produire, et ça nous cause à nous, les gens qui gèrent la collection, des maux de tête, parce qu'il faut reconnaître, il faut retrouver pourquoi, où l'erreur s'est produite, et puis des fois, on réalise tardivement qu'il y a des erreurs d'identification. Dans les jardins botaniques, il n'est pas rare qu'on va dire qu'il y a 30% des plantes qui sont mal identifiées. Alors, c'est des chiffres aussi faramineux là, que ça. Donc oui, il y a une grande proportion des plantes qui sont pas nécessairement bien identifiées. Souvent, c'était à l'acquisition, le nom était pas bon, et on s'en aperçoit que plusieurs années après, quand la plante fleurit ou quand quelqu'un s'y intéresse,
Et souvent, c'est à cause des mélanges dont je parlais tout à l'heure qui peuvent aussi s'être produits. Et puis, on a des petits soucis parfois avec les rongeurs, les écureuils, les animaux, alors qu'ils viennent même jusqu'à ronger l'étiquette que vous voyez là, de Charme de Caroline, ben, tout blanc autour. C'est un écureuil qui s'est amusé à gruger l'étiquette métallique là. Je sais pas ce qu'il trouvait d'intéressant comme à gruger, mais ben, pour nous, ben, ça fait des étiquettes des fois qui disparaissent parce que elles ont été arrachées par un animal, un écureuil, une marmotte ou je sais pas quoi. Et puis souvent aussi la lumière peut affecter l'écriture et puis ça peut nous jouer des tours également. Les jardins botaniques sont souvent les responsables d'introduction de plantes qui deviennent envahissantes. Ça peut causer des problèmes dans l'environnement en général. Des plantes qui sont pas nécessairement très utilisées, naturelles dans notre environnement, peuvent avoir été introduites pour des raisons horticoles, souvent des belles plantes qui poussent bien, qui sont faciles à cultiver. On les aime bien, comme la petite chicaire là, avec les fleurs jaunes. C'est une plante qu'on a introduite dans nos jardins d'ombre parce que c'est une plante de couvert qui pousse bien au sol, qui fait une belle couverture, qui pousse bien à l'ombre, mais qui est devenue envahissante dans notre jardin et qui se propage même à l'extérieur du jardin. Et on est souvent responsable comme ça. D'ailleurs, dans le monde, on reconnaît souvent que les plantes qui deviennent problématiques dans un État ou dans une province quelconque, c'est souvent dû, en fait, ça arrive souvent que c'est les jardins botaniques qui ont à la base créé le problème. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas ça, qu'on doit avoir un soin, mais parfois, on ne sait pas si la plante qu'on aime bien pour des raisons, que les horticulteurs aiment bien pour des raisons de propagation facile, de coloris spectaculaire, on ne sait pas si elle va pas devenir envahissante. Alors, ça peut causer des problèmes. Puis l'autre plante que vous voyez, c'est la renouée japonaise, qui est une peste qu'on voit beaucoup planter, mais les gens l'apprécient beaucoup. Ben, c'est une plante qui pousse vite, qui fait des belles fleurs, qui fait des grosses feuilles. Et puis les gens vont vous dire, ah ben moi j'ai mis ça dans mon jardin, c'est tellement facile à faire. Alors, malheureusement, ces plantes qui sont souvent faciles à cultiver, qui ne demandent pas d'entretien et qui croissent rapidement, c'est souvent aussi des plantes qui deviennent envahissantes et problématiques pour l'environnement. Quand on gère des collections vivantes, les jardins botaniques ont aussi des engagements à l'égard de la biodiversité. On travaille avec des conventions internationales puis des agences internationales pour s'impliquer dans la préservation de la flore. Et donc, entre autres avec BGCI, le Botanical Garden Conservation International, on travaille avec ces organismes-là aussi pour faire en sorte que notre rôle n'est pas simplement de présenter des plantes, tout ça, mais aussi de s'assurer qu'on fait bien les choses, qu'on préserve une partie de la biodiversité mondiale et qu'on contribue à la connaissance puis à la sensibilisation du public aussi à l'égard des collections, à l'égard de la biodiversité. Comme entre autres, il y a cette stratégie mondiale pour la conservation des plantes dans les jardins botaniques qui existent. Le Jardin botanique de Montréal étant une grande institution, c'est inscrit là-dedans, c'est commis aussi. Et on a 16 cibles qui sont visées par ces organismes-là et auxquels les jardins botaniques ont adhéré. Et puis, ça concerne différents aspects de préserver la biodiversité, de la présenter adéquatement en respect du développement durable, d'utiliser aussi nos ressources pour sensibiliser nos publics, la population, contribuer aussi à impliquer le public de façon à mettre en valeur cette stratégie, etc., etc. Mais donc, le Jardin botanique de Montréal est aussi inscrit, comme tous les grands jardins botaniques, dans ces stratégies pour la conservation de la biodiversité. Et Étienne a bien fait mention dans son introduction tout à l'heure qu'effectivement, c'est un souci de voir la biodiversité qui s'effrite d'année en année. Et puis, les plantes sont aussi, plusieurs espèces de plantes sont aussi en voie de disparition. Alors, les jardins botaniques ont un rôle à jouer là-dedans, autant dans la sensibilisation que dans la préservation du patrimoine végétal. Les changements climatiques, on n'est pas épargné. J'ai pris cette photo parce que ça montre un peu les tulipes puis des conditions qui peuvent être variables. Alors, vous savez, on met un S au changement climatique parce que ça implique aussi des variations de climat, des variations souvent inattendues qui nous causent des tracas comme gestionnaire de collection. Au Québec, à Montréal,
on dit souvent que les changements climatiques vont entraîner des phénomènes un peu plus brusques de changements radicaux qui peuvent se produire à certains moments, notamment au printemps, des gels tardifs, des verglas, comme on a eu encore il n'y a pas si longtemps, un gros verglas début du mois d'avril. On peut avoir aussi des redoux de la température en hiver, des pluies, des précipitations plus abondantes, des forts vents de tempêtes en été, etc. C'est beaucoup ce qui va se produire selon les climatologues là, dans la région de Montréal. Ça va être plutôt des soubresauts de la température avec des conditions qui vont être difficiles un peu à gérer pour les plantes. Il y a un engagement aussi de plusieurs jardins botaniques dans le monde de travailler justement à revoir un peu leur collection en fonction des changements climatiques. Cette initiative-là, elle est venue de jardins botaniques australiens, qui pour eux, c'est probablement plus facile. Ils savent, entre autres à Melbourne, que les changements climatiques vont amener plus de sécheresse. Alors, ils sont en train d'introduire dans le jardin progressivement des plantes qui vont être plus adaptées à la sécheresse. Facile. Enfin, c'est plus facile à concevoir. Mais pour les raisons que je mentionnais tout à l'heure, Montréal est dans une zone où c'est plus des soubresauts, des changements durant l'hiver et durant les différentes saisons qui vont se produire. C'est beaucoup plus difficile pour nous d'essayer de savoir qu'est-ce qu'on devrait introduire dans le jardin pour être à l'abri de ces changements-là. Les plantes sont rarement adaptées à des changements, à des redoux en hiver, puis des fortes pluies, puis des vents très forts de tempêtes, pratiquement d'ouragans en été. Donc, c'est un autre défi. Mais on a quand même adhéré, si on veut, à cette alliance-là en revoyant aussi nos orientations pour nos collections. Mais on veut donc revoir un peu nos pratiques horticoles et arboricoles. Donc, d'améliorer la perméabilité des sols, rendre les sols plus adaptés à nos collections. On veut aussi jouer un peu plus avec les stratégies de mettre le bon arbre au bon endroit, donc d'éviter de faire des erreurs de cette nature-là. On veut orienter les collections de façon stratégique et peut-être d'introduire des plantes qui sont d'origine de rusticité plus méridionale, donc qui viennent du sud. Mais ça, on veut le faire avec prudence parce que c'est toujours risqué d'introduire des plantes qui poussent bien, mettons, en Caroline Caroline du Sud, puis on les introduire ici, parce que pour les raisons que je mentionnais tout à l'heure, le climat, il change, puis on sent bien qu'il y a un réchauffement, mais il y a aussi des variations d'année en année, puis ça ne nous empêche pas, même si le climat, de façon générale, évolue vers un réchauffement dans la région de Montréal, qu'on peut avoir des froids de moins 30 degrés en hiver, puis ça, c'est pas nécessairement des conditions auxquelles ces arbres venant de Caroline ou je sais pas seraient bien adaptés. Donc c'est quand on se met à jouer un peu à l'apprenti sorcier avec des plantes, ça peut aussi entraîner des mauvaises décisions. Et puis il y a aussi toute la question de la phytoprotection. Donc ça c'est les procédures à suivre pour mettre les plantes à l'abri de ravageurs, d'insectes et tout ça. Mais il y a aussi avec les changements climatiques des ravageurs nouveaux qu'on ne voyait pas nécessairement à Montréal dans les quelques décennies, qui sont maintenant ici et puis qui nous causent des problèmes. Le Jardin botanique travaille activement sur un plan directeur justement pour répondre à ces nouvelles préoccupations, ces nouveaux défis. Et puis comme on va fêter notre centenaire très prochainement, on est beaucoup dans cette planification-là au jardin. Donc les gestionnaires comme moi, on s'investit dans une réflexion générale sur l'orientation qu'on veut donner à nos collections, nos équipements qui sont devenus désuets, nos serres datent des années 50, donc on a besoin de les refaire. Et puis ça veut dire donc une démarche qui se veut exemplaire en matière de transition socio-écologique. Les serres, ce sont des équipements qui sont très énergivores, vous comprenez, là, chauffer une serre, ça coûte cher, donc on veut quand même pouvoir continuer à présenter des plantes de milieux chauds, éventuellement, donc des plantes actuellement qu'on conserve dans des serres, mais revoir un peu nos façons de travailler, avoir des équipements mieux adaptés. Donc, c'est un défi pour les prochaines années auxquelles on fait face. Et puis, bien sûr, toute la question de l'eau, de gérer l'eau, hein, quand on a des jardins puis des plantes
qu'on veut faire pousser, on a besoin aussi d'une gestion très, très fine de l'eau. Il y a beaucoup de gaspillage qui se fait. Donc, on voudrait être beaucoup plus soucieux de nos pratiques pour les rendre plus soucieux justement du développement durable, etc. Puis on voudrait aussi revoir toute la circulation pour la rendre plus universelle, plus inclusive, plus immersive, etc. Donc, c'est des préoccupations que Marie-Victorin, à sa fondation, n'avait peut-être pas. En fait, il avait peut-être pas, mais il faut vivre selon nos siècles. Puis donc, on a de nouvelles orientations et préoccupations à toutes sortes d'égards, d'inclusion, de diversité, etc. On doit avoir. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Vous voyez, je pense que quand on parle de gestion de collection dans un jardin botanique, on est confronté à d'autres préoccupations. Mais en somme, je le dis souvent aux gens qui gèrent des musées, on est aussi un musée, puis on a aussi beaucoup de préoccupations en commun à l'égard de nos visiteurs, à l'égard des pratiques soucieuses de respecter des conventions, etc. Et puis des défis de rester, de passer à travers le temps, malgré le fait que les musées sont des fois questionnés, puis ont des problèmes financiers, etc. Alors, voilà. Merci. Parfait, merci beaucoup. On vous invite tous les deux maintenant à échanger, puis ceux et celles qui ont des questions à les poser. Je ne sais pas si on a des questions en ligne. Je vois qu'il y a des questions en ligne. Si vous voulez, vous pouvez aussi allumer votre micro et votre caméra si vous voulez directement poser la question aux intervenants. On va peut-être se mettre les deux Ouais, en- peut-être si vous mettez tous les deux. Hop, Ça, voilà. ça, les gens vous voient aussi. Oui, ben, c'est ça. Est-ce qu'on est assez visible? Oui. Oui, je vous ai. Oui, c'est beau. Ok.